lui disait qu'il était le chasseur de lions. Il était aussi jeune et tout le monde applaudissait. Il était beau, il était élégant, il avait la barbichette, Jean-Jacques Ekindi. On l'applaudissait. Et puis, lorsqu'il a commencé par d'être un peu maigrelet, il a vu qu'il avait des cheveux gris et que ses dents de lait étaient déjà tombées. Le voici qui est revenu boire du bon lait. À côté du palais, même si aujourd'hui il ne traitait qu'avec des valets. Jean-Jacques Ekindi a même abandonné son propre parti, qui aujourd'hui, quand il voit que quelqu'un d'autre veut même faire de l'opposition, revient encore faire de la contre-opposition. Ce qui nous arrive donc n'est qu'une série de déceptions de notre opposition, qui souvent cède toujours à la tentation. L'opposition aurait déjà pu être très importante, mais sauf que parfois, elle fait les allers et retours entre l'opposition, le pouvoir et ceci et cela. Aujourd'hui, la grande chanson, c'est le Grand Nord. Retour du pouvoir au Grand Nord. Ah oui. Et d'ailleurs, que de belles formules avec Diba Gattama. Nous voulons aller brouter l'herbe des Toudis. Comme si le Grand Nord ne broutait pas cette herbe des Toudis. Parmi les candidats, ou plutôt celui qui a plus de poids, aujourd'hui comme opposant, c'est bien Bello Bouba, ministre d'État. Oui, parce que il faut quand même faire quelque chose d'exceptionnel pour être désigné par Paul Biya, ministre d'État. Même Grégoire Ona, qui fait des sales boulots, n'est pas ministre d'État. Même Famondongo, c'est pas ministre d'État. Même le porte-parole de la communication, c'est pas un ministre d'État, lui qui pourtant a travaillé aussi avec Amadou Ayedjo et a été trop fidèle à Biya. Bello Bouba est donc revenu comme un grand opposant, sauf que bien évidemment, parmi les opposants qui étaient persécutés par le régime Biya, lorsqu'il a décidé d'engager la purge contre le Grand Nord, il y avait Bello Bouba qui est parti au Nigeria, qui s'est réfugié et qui est revenu calmement, applaudi, même pas un jour de prison. Et il n'a d'ailleurs jamais fait de prison. Et comme par miracle, il est venu là dégager Samuel Eboa de l'UNDP et il en est devenu président. L'arrivée de Bello Bouba interroge. C'est vrai que lorsque quelqu'un arrive dans l'opposition, nous devons l'accueillir. Mais cependant, il devrait aussi nous montrer qu'il joue franc jeu. Il devrait nous montrer qu'il est dans la sincère, dans le repentir et qu'il est capable de souffrir, de subir et de s'opposer. Or, l'arrivée de Issa Chiroma est un peu mièvre. Les discours ne sont pas aussi percutants que ça. La démission a été presque par césarienne, puisque pendant plusieurs émissions, je suis venu dire ici, où est donc la lettre de démission? C'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas vu, mais tout au moins, un acte administratif est arrivé pour le remplacer. Nous avons non applaudi, puisque bien avant cela, on avait quand même constaté que le dispositif de sécurité n'avait pas été retiré, même si maintenant, on peut dire oui. Mais ce qui me gêne, c'est ce que j'avais déjà dit dans une autre émission, c'est par rapport à un article du Jeune Afrique qui est clair, net, limpide, que Bello Bouba a reçu Eyeba ici, après la prière du vendredi. Eyeba ici n'est pas venu comme un simple ami, puisqu'ils ne sont pas aussi amis que ça, mais comme un envoyé spécial, dans une Yaris. Oui, dans une Yaris, avec des vitres fumées. Donc, il y avait un coup bien fumant. Opposant
peut-on encore avoir des réunions, des concertations avec l'équipe de l'ancien président dont on annonce qu'on va combattre? Et puis, on s'est retrouvé dans plusieurs déclarations. Ces déclarations sont mensongères. Très mensongères. Le premier mensonge, c'est quoi? C'est que le professeur Kamto ou Akeremoun a été en train d'aller soutenir Bello Bouba. Vous allez voir que dans ses interventions, Bello Bouba, lui, il se comporte comme un roi. Il ne va pas vers cela qu'il sollicite les voix. Il demande plutôt qu'on vienne le voir assis chez lui. Je dis donc, avec une ferme conviction, qu'il n'y a pas de négociation. Tout ce que vous voyez, c'est de la manipulation. Maurice Kamto pouvait bien avoir besoin du soutien de Bello Bouba. Il l'avait besoin, puisque c'est un poids lourd. Lorsqu'il a été recalé par Eleka, mais il n'a pas eu ce soutien. Une lettre a fuité, et j'en ai parlé, signée Bello Bouba, au moment où, en réalité, il n'y avait plus d'issue pour sauver Maurice Kamto, puisque c'était la décision du Conseil constitutionnel qui n'a pas de recours. Et c'est là où la lettre de Bello Bouba ressemblait à quelque chose où il disait non, 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 non. Mais après des enquêtes, nous avons découvert que Bello Bouba n'a jamais écrit cette lettre. Elle a été faite, nous dit-on, par le cabinet noir de la présidence, avec l'approbation d'un maire UNDP, dont j'étais d'abord le nom. Dès qu'il va réagir, je vais sortir les missiles. C'est lui qui a publié ça. Et Bello s'est fâché qu'il ne fallait pas soutenir Kamto. Au départ, avant même que Kamto ne soit éliminé, on pouvait déjà mettre une coalition sur pied dans la mesure où Kamto était prêt à soutenir n'importe qui, ou bien à se faire soutenir. Et quelqu'un qui pouvait être beaucoup plus proche de Kamto, ou bien d'un des collaborateurs de Kamto, c'est Ngayab. Ngayab est secrétaire chez Bello. C'est la seule approche qui avait été faite il y a très longtemps, avant même la publication ou quoi que ce soit. On devait donc faire une plateforme, puis parti, portée disparue. Subitement, dans les réseaux sociaux, on voit que Maurice Kamto a désigné Nietzsche pour négocier avec Bello Bouba, parce qu'il veut lui apporter le soutien. Je lève la main, je prête serment, je dis, c'est absolument faux. Nietzsche n'a jamais discuté avec Bello Bouba de quoi que ce soit. Tout comme Akeremoun a envoyé une lettre à Bello Bouba pour aller dans ce qu'ils ont appelé Fumban. Bello n'a pas voulu, en disant que c'était un peu trop pressé. Puis, il a dit il fallait un peu de temps. On lui a dit, bon, dans ce cas, on vient organiser quelque chose à Fumban. Non, non, non. En Gandhi, il a les députés. Il a dit, non, 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 ça doit être au siège des institutions. Après, maintenant, on a dit, bon, ok, on organise à Yaoundé. Est-ce que, bon, on a envoyé les invitations.
Il n'a jamais envoyé un seul représentant. Pas un seul représentant. Partout. Comment donc vous pouvez battre Paul Biya, assis comme un roi, ne partant même pas faire, ne serait-ce que la cour, auprès de Maurice Kamto, qui est le faiseur de roi. Et c'est donc là où, même si je n'ai pas envie de tirer sur Bello, je dois attirer l'attention de ceux qui font semblant de le soutenir aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Parce que c'est d'où vient l'argent du cabinet civil. Je sais. Et que certains, sur les réseaux sociaux, ont été mis à contribution. Nous n'avons pas. Oui, dans une élection, si quelqu'un paye un communicateur, il n'y a pas de souci. Mais n'inventez pas. Bello peut avoir certaines qualités. Mais ne créez pas de fake news comme s'il était rassembleur. Il faut des gens capables de rassembler. Il faut des gens capables de parler. Nous avons été habitués à Paul Biya, qui vit dans sa bulle et qui regarde tout le monde de haut et qui est convaincu qu'il est Dieu. Bello ne peut pas aujourd'hui être Dieu. Mesdames et messieurs, avant de continuer sur le passé qui risque de rattraper Bello, et parce qu'il y a trop de choses qui sont fausses, nous devons d'abord lui donner la parole. Et c'est là où vous allez voir que certains vous ont dit qu'il avait démissionné le 30 juin. Or, le 3 juillet lui-même dit qu'il n'a pas encore démissionné. Donc vous comprenez donc que ces communicants font dans le faux. Je vous ai dit qu'il n'a jamais, au grand jamais, rencontré, au grand jamais, une négociation avec l'honorable Nietzsche. Et il y a zéro négociation avec machin et tout. Mesdames et messieurs, Bello vous parle de sa démission, mais cependant, vous allez voir que dans ses propos, il est trop respectueux et ne dit rien contre le régime Biya qu'il va combattre. Sera-t-il capable de défendre ses votes, ses voix, s'il est élu, s'il est déclaré vainqueur? Est-il capable de hausser le ton devant un régime aussi barbare qui demande quelqu'un qui sait chauffer les poules? Écoutons d'abord notre ministre d'État, Bello Bouba. 2025, Djekam Tchameni et Sambaka, en séjour dans la capitale politique camerounaise, ont rencontré en début d'après-midi Bello Bouba Maïgari, le candidat de l'UNDP. Les échanges avaient pour objectif la refondation du Cameroun. D'abord, des amis que je n'ai pas vus depuis de longues années et surtout très heureux qu'ils aient pris ce temps-là pour venir, pour qu'on échange un peu sur l'avenir de notre pays. Après pratiquement 35 ans. Donc on a beaucoup travaillé ensemble dans la coordination. Ensuite, il y a eu la tripartite, on s'est séparés un peu, ils sont partis du gouvernement, nous on est partis dans l'axe CNS Union pour le changement. Mais l'histoire, c'est qu'elle est. Aujourd'hui on se retrouve et on va travailler ensemble pour bâtir un Cameroun nouveau. Pendant refaire la refondation du Cameroun. Pour un candidat appelé à se présenter devant l'opinion nationale, ce n'est que normal qu'il ait besoin de tout son temps pour préparer sa participation, pour préparer sa campagne électorale et la conduire dans tout le pays, toutes les régions du pays. Et cela est difficilement conciliable avec, n'est-ce pas, des obligations comme les fonctions ministérielles.
Vous avez donc remis votre lettre de démission. Vous attendrez pas longtemps pour savoir ce que j'ai fait. Cette lettre doit être adressée à qui de droit, c'est-à-dire au président de la République, chef de l'État, qui nomme ses ministres. Vous et votre parti, avant cette démission que vous confirmez, étiez en alliance avec le RDPC et naturellement et le président Paul Biya depuis novembre 1997. Mais notre alliance est basée sur un document appelé la plateforme d'action gouvernementale. Si vous ne l'avez jamais lu, vous ne pouvez pas me dire que vous y avez trouvé une seule ligne ou une seule phrase qui interdit à l'UNDP de présenter son candidat à une quelconque élection, même à l'élection présidentielle. 1997, à nos jours, ça fait presque 30 ans de partenariat d'alliance avec le RDPC. Oui. Bilan que vous faites aujourd'hui. Aujourd'hui, plus ou moins, n'est-ce pas, le Cameroun est un pays qui reste uni, un pays où règne, on peut dire globalement, la paix, puisque même s'il y a encore quelques soucis de sécurité dans certaines régions, on ne peut pas dire que le Cameroun est en guerre. Hein? Et je crois que l'Union nationale pour la démocratie et le progrès a fait cette analyse et a pris la décision que vous connaissez. D'accord. Et elle va donc battre campagne sur l'ensemble du territoire camerounais. Naturellement. Vous avez parlé avec le président il y a à quel moment pour la dernière fois? Vous voulez que je vous dise ça? Ça ne concerne que le président Biya et moi. Si je le rencontre, je n'ai pas à aller en parler ailleurs. Vous, ministre du président de la République, le peuple est tenu de savoir. Le peuple peut vouloir savoir, mais il n'est pas dans mes habitudes de dire ce que on s'est dit le président de la République et moi s'il me reçoit. Au sortir de la prochaine présidentielle, une nouvelle alliance, LDP-RDPC, peut-elle être envisagée, M. Bénédicte? Je ne permettrai que je ne réponde pas à cette question. À chaque chose son temps. Pour le moment, c'est la campagne. Donc pour l'opposant l'élection présidentielle n'exclut pas d'être allié du prochain. RDPC. Donc, Et quel message vous lancez au peuple camerounais? je regarde d'abord. Au peuple camerounais, je lance le mot de participation massive à ces élections, participation paisible dans le respect des lois de la République. Très bien. Mesdames et messieurs, En prenant la parole devant les journalistes à Yaoundé, au siège de son parti, Bello Bouba Maïgari n'a pas échappé aux interrogations sur ses rapports actuellement et avec le pouvoir et avec les autres acteurs de l'opposition. À propos d'une éventuelle alliance avec Maurice Kamto, qu'il en ferait son directeur de campagne, il s'est dit prêt à rencontrer tous ceux qui désirent le rencontrer. Ceux qui désirent nous rencontrer. Et je compte encore une fois, je réaffirme encore une fois que je compte, maintenant que les candidatures retenues définitivement sont connues, reprendre contact avec ceux qui voudront bien me rencontrer. Quant à sa rencontre avec Henri Eyebe Aïssi, l'émissaire du RDPC, c'est un minima qu'il a admis. Quelles que soient les accusations que les uns et les autres ont voulu me donner. Pour gagner, je dois rencontrer le maximum de personnes qui demandent à me voir. Et vous parlez justement des personnes qui ont demandé à me voir. Et puis, si au terme de l'élection présidentielle, il a gagné à nouveau, ne le rejoindrait-il pas en tant que son co-héritier de l'après Aïdjo? Là, Bello Bouba Maïgari a botté en touche. Aujourd'hui, au moment où vous me la posez, une seule chose m'intéresse, c'est la campagne pour l'élection présidentielle du 12 octobre.
Je suis engagé dans cette campagne, je suis déterminé à battre la campagne la plus convaincante pour gagner cette élection. Pour le reste, Bello Bouba Maïgari affirme vouloir ramener le mandat présidentiel de 7 à 5 ans et de travailler à une réconciliation nationale en organisant un véritable dialogue national et inclusif et en faisant revenir les restes d'Amadou Ahidjo au Cameroun. Sur la question de la dynamique de neutralisation, il faut faire gaffe. L'opposition, vous l'avez vu, ce que j'ai vu à l'intérieur de l'UPC. Pourquoi vous croyez que l'opposition a les opposants? 80% sont des salauds. D'accord? C'est pourquoi on ne peut pas faire l'aveuglement, la coalition. On ne peut pas, il vaut mieux continuer la lutte que de faire la coalition avec les faux opposants. Maintenant, si un opposant pense qu'il est véritable, qu'il le prouve dans son histoire, dans son discours, dans ses projets, dans sa façon de faire. Ok? C'est avant d'avoir ma coalition, je ne l'attends pas comme ça. D'accord? Je préfère perdre dignement. C'est comme ce que vous pouvez. Bon. Concernant dans la coalition avec Maurice Kamto, je vous dis, il n'y a pas de coalition. Malgré quelques approches, la méthode de Bello ne cadre pas avec celle de Maurice Kamto. Qu'on ne vous manque pas. Sauf si peut-être par extraordinaire, on ne sait jamais. La politique, c'est la politique. Bello venait à repartir. Voir Kamto. Puisque Kamto n'a besoin de rien. Lui, il est déjà disqualifié. C'est vous qui avez besoin de lui. Vous dites que bon, si quelqu'un veut me voir, il va venir me voir. Mais entre-temps, on ne sait pas ce que vous négociez avec le RDPC. Que selon encore des informations qui me sont venues pendant que je voulais justement soutenir cette coalition, on me dit que Bello va encore être Premier ministre. C'est le deuxième, comme ça il est Premier ministre. Il dit oui, non. Et là du coup, ça me fait donc penser, et à chacun qui a vu les histoires de coalition avec Bello Bouba Maïgari, c'est une trahison. 92, 97, 2004, je vais y revenir. Mais pour l'instant, Maurice Kamto, version coalition, avant même son élimination, avait déjà pris position. Vous allez l'écouter tout de suite, comment est-ce qu'il avait déjà fixé des bases d'une coalition. Coalition à bout, à tout prix, ça peut aussi être un piège. Parce que quand on va dans une coalition, il y a des accords qui sont signés. Il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Et il y a des négociations et des partenaires qu'il ne faut pas avoir. Il ne faut pas de l'ambiguïté. Et surtout, il ne faut pas tomber dans le piège du RDPC. Qui déjà, parce qu'il faut quand même se le dire, garde encore beaucoup de respect, beaucoup de relations avec Bello qui lui-même dit, il rencontre tous ceux qui sollicitent le rencontrer. Bon, il n'y a donc pas de rupture, puisqu'il en faut. Et voici Maurice Kamto qui va vous donner ses explications. Et aussi, parce que si on parle de coalition aujourd'hui, Bello Bouba aurait pu faire tomber le régime depuis 92 ou 97. Mais, en nageant en eau trouble, rendu à un niveau où il faut que l'on se parle franchement. Lorsque vous voulez faire une coalition, il y a un certain nombre de questions simples qu'il faut se poser. Lesquelles, dans la coalition, qui sont ceux qui tiennent le terrain? voilà. Si vous ne répondez pas à cette question, vous pouvez faire toutes les coalitions qu'il faut ou que vous voulez, ça ne donnera rien. Comprenez-moi bien, je distingue la coalition du candidat unique de l'opposition, dont on n'en parle pas, parce que c'est un faux problème. À l'occasion de chaque élection, on dit si l'opposition n'a pas un candidat unique, elle va échouer. En fait, c'est signé d'emblée l'échec de l'opposition, puisqu'on sait qu'il n'y aura pas de candidat unique. Puisque même si l'opposition parvenait à un candidat unique, le pouvoir susciterait d'autres candidats pour qu'il n'y ait pas de candidat unique, donc on ne parle pas de candidat unique. Et de toute façon, si on dit que Foundi a gagné en 1992,
il n'y avait pas de candidat unique de l'opposition. Je vous rappelle qu'il était candidat, que l'UNDP avait un candidat. Je l'ai soutenu en 92. Donc, si vous permettez que je termine simplement en disant qu'est-ce que j'attends, c'est qu'on constitue une plateforme qui ne devrait pas, à notre sens, s'arrêter à la présidentielle. Ça doit s'étendre aux législatives et aux municipales. Nous voulons demain, non seulement que l'opposition contrôle l'exécutif, mais qu'il contrôle le Parlement avec une coalition majoritaire, donc avec des partis politiques, pour que nous avons suffisamment critiqué d'ailleurs la majorité obèse du RDPC, qui croit que tant qu'ils n'ont pas les 180 députés, ils ne peuvent pas gouverner. Nous voulons demain partager avec les autres partis politiques de l'opposition pour avoir une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Parlons justement de cette coalition-là. Vous avez soutenu en 1992 la campagne. Je ne peux pas venir sur Joshua aussi, je viendrai plus tard pour lui. Mais je vais d'abord parler de 92 parce que c'est là où nous fallait s'être arrêté. En 92, il y a une plateforme pour la coalition. Et bien évidemment, ce que Maurice Kamto dit, il n'y avait pas de candidat finalement unique. Fundi est parti. Bello est parti. Adamou Ndamjoya est parti. C'était des grosses têtes de cette opposition. Les résultats officiels, enfin, les résultats vrais, avant que Paul Biya ne décide de voler l'élection, c'était Fundi, 38,02%. Bello Bouba, 31,52%. Paul Biya, arrivant en troisième position avec 24,76%. Puis, Adamou Ndamjoya, 3,64%. Bello était donc très aimé, très apprécié. L'UNDP était un poids lourd par rapport au RDPC. Mais qu'est-ce qui va se passer? On va tomber dans une chose où on va aux législatives. Je vais vous donner les résultats des législatives. Avec le nombre de votes. La présidentielle de 92, Bello avait eu 569 887 voix à la présidentielle. Aux législatives, il a encore monté. Il s'est retrouvé à 770 586 voix. Bello était au-dessus de Biya. Puisque à l'Assemblée, il obtient 68 députés. 68 députés. Le RDPC est mort. Il suffisait donc tout simplement que Bello s'entende avec Kodok. Parce que Kodok était deuxième. Enfin, Kodok était troisième. Après le RDPC. Kodok avait 17 députés. Puis, le MDR, toujours de l'opposition, hein, avait 6 députés. Au lieu de négocier avec les opposants, Bello est allé Kounia pour négocier avec le RDPC. Mais il élève les enchères. Pendant qu'il négocie, comment on l'appelait, Antar Kasakai,
Non, Dakole Daïsala. Dakole Daïsala. Dakole Daïsala, qui avait le MDR, lui, n'était pas au courant que Bello est déjà en train de négocier. Les envoyés du RTPC vont donc aller souffler à Dakole que toi tu restes là. C'est même ça que tu es en train de faire. Bello est en train de négocier avec nous. Dakole dit quoi? Bello dit que je vous donne mes députés. C'est comme ça que le RDPC récupère les 6 députés. Parce que si Bello réunissait les opposants sans aller plutôt négocier avec le RDPC, tout changeait. Il changeait toutes les lois à l'Assemblée. Il réduisait même le mandat de Biya, même à 2 ans. Parce que les lois se font à l'Assemblée. Mais il est parti négocier. C'est comme ça que Dakole, on le prend, on dit ok, c'est déjà bon. Kodok entend, il dit ya! On va dire à Kodok, que là où tu vois là, Antar est déjà venu, il y a Bello qui est aussi en train de négocier avec nous. Donc, dépêche-toi, dépêche-toi. Kodok a mis seulement le panier, il a même oublié le calendrier. Il a couru, boum, 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 boum. On lui dit qu'on n'entre pas avec les habits traditionnels, et le chasse-mouche et tout. Il repart, il demande qu'apportez-moi la veste. Avant que le gouvernement ne sorte. Voilà comment est-ce que Bello arrive. Kodok arrive. Le RDPC va décider de réduire l'influence de ces partis pour que ça devienne des partis tribalistes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire à Kodok, on te donne 3 ministres. Donc toi-même et 2. Et ils doivent être des bassards. Kodok cherche des bassards, il ne faut pas. Donc il y avait quand même un gars, Yarassi là, et puis énormément, il fait nommer comment on l'appelle, je vais trouver son nom. Il s'appelait Dieu quelque chose ou Mboa, quelque chose. Je vais trouver son nom. Il le fait donc nommer. Parce que le gars en question, c'était, je crois qu'il venait de la France. Il avait dit qu'il avait eu des diplômes, quoi là, en France. Puis quand il est arrivé là-bas, Massoua 2 Bernard. Au moment où on le nomme, il disait qu'il sort de la France, qu'il était au quoi là et machin. Or, le gars avait des faux diplômes. Donc, c'était un prisonnier. Parce que il va travailler au port autonome et après, on va découvrir que, parce qu'on va le dénoncer, on va l'arrêter, on va découvrir qu'on boit maçon 2. C'est comme ça qu'il s'appelait, je crois. C'est comme ça. Massoua 2, Bernard, n'avait même pas de CFE. Il s'était déjà replié à Yaoundé, où il vendait les cercueils. C'est comme ça qu'il entre. C'est comme ça que Kodok propose au gars au gouvernement. On va aussi prendre notre large coin. Et puis il y a un certain Bilois que, voilà, je sais pas. Du côté de Bello, il ne pouvait pas aussi rater complètement. Et il va venir avec Mustapha, par exemple, et Issa Chiroma. Mustapha avait travaillé avec Amadou Ahidjo. Donc on le reprend. Il était déjà dans le ministère de l'urbanisme, c'est comme ça que ça s'appelait, ce qui est devenu aujourd'hui le cadastre et tout. Donc les terrains de Douala, dont on parle souvent, oh les Bamilekons, on fait ceci, ben c'est lui
qui a récupéré les terrains de Sawa. Mustapha. Il a été encore renommé au même ministère. On a donné un truc à ma chère Duc. Sauf qu'il va se passer quelque chose. Le régime RDPC va se rendre compte que, puisque Bello est parti négocier pour les places des autres, et qu'il mange un peu là, sans dire aux autres, ils appellent Chiroma à côté. Ils appellent Mustapha à côté, ils disent que, vous savez quoi? Le gars, s'il mange ici jusqu'à lécher les marmites, nous on est là, donc il ne vous dit rien. Chiroma dit que, il nous dit pas, il nous dit rien. Mustapha dit, il ne me dit rien. Le régime, son objectif, c'est d'affaiblir l'UNDP. Voilà comment est-ce que on dit à Chiroma, va créer ton parti. Mustapha va aussi créer ton parti. Voilà là où ils se sont cassés. Donc vous voyez qu'en 92, 97, Biya ne pouvait pas être là si l'opposition ne pensait pas à ses positions. Il faut qu'on rappelle l'histoire avant que les gens ne viennent. Oh, vraiment, c'est elle qui, mettons-nous derrière, il a beaucoup d'électorats. Non. Qui ont dit que le RTPC est fou? Le RTPC a vu comment le Grand Nord était en ébullition. Et comme tel, il faut bien des divisions là-bas. Hein. Il faut bien un peu de théâtre là-bas. Il faut un peu l'éparpillement des voix. C'est pour ça que j'ai dit, nous allons en 97. C'est pour ça que j'ai dit que Bello a intérêt à demander pardon au peuple camerounais. 97, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se réunir. Bello, Damon Damjoya et Fondi. Ils vont se réunir à 19h30. Ils disent non, le code électoral là n'est pas bon. Biya va nous tromper avec ça. Nous, on boycotte l'élection. On ne part pas. Personne d'entre nous ne va à l'élection. C'est exactement la même chose que le PCRN a fait avec Maurice Kamto. Hein. Le boycott de Maurice Kamto, là, le PCRN, Cabral lui avait dit qu'il va boycotter. Mais dès que Maurice Kamto, lui, s'est engagé dans le boycott, Cabral a fait comme l'anguille, il est parti. 19h30, les gars se tapent les mains, top. À l'union, ouais. À l'union, ouais. À nous, étudie, ouais. À nous, étudie, ouais. Paul Biya dehors, ouais. Paul Biya dehors, ouais. Paul Biya dehors, ouais. Embrassons-nous. Nous sommes à 19h30. 20h. Mais bon, annonce que moi, je pars à l'élection. Je pars à l'élection présidentielle. Quoi? C'est comme ça que lui, il est allé à l'élection. Il n'est pas ministre d'État qui veut. C'est bien. J'ai dit bien que j'ai attendu. Je cause avec tout le monde, hein. Je vous dis. J'ai cherché à recouper, je cherche la sincérité, je ne comprends pas. Surtout que quelque chose s'est passé en 2004. Et là, ce n'est pas Bello qui avait trahi. Là, c'est Fondi cette fois-ci. J'ai essayé d'expliquer cette anecdote où c'est un enfant qui avait à peine 10 ans. Ils avaient prêté serment sur cet enfant-là. En disant que c'est lui qui va trahir l'opposition. Oh, machin, ça va faire ceci, le sang de l'enfant sera au niveau des serments et tout ça. C'est finalement Fondi qui avait trahi. Mesdames et messieurs,
Je voudrais juste rappeler à certains que la politique de Biya est d'abord faite sur la déstabilisation de l'opinion, de l'opposition. Ici, quelqu'un a beaucoup travaillé dans cette opposition et il vient encore de lancer un autre récit parce que lui aussi il a fait la prison. Maître Yondo Black. Il a fait la prison comme qu'il a laissé Kane pour chercher à imposer le multipartisme. Il dit que Bello est quand même comme... il y a des opposants qui sont chanceux là. Hein. Il est chanceux comme Cabral, lui il n'a pas encore fait la prison. Parce que là, Issa Chiroma, lui il est candidat pour la prison, hein. Ne vous en faites pas. Ngongo a dit après l'élection, Issa Chiroma, direction prison. Écoutez ce que je vous dis là. Issa Chiroma ne passe pas. Direction prison pour aller retrouver Marafa. Voilà ce qu'il a fait. Et l'autre coalition d'ailleurs, nous allons y revenir un peu plus tard où on n'a pas beaucoup vu la fumée blanche encore. Mais tout au moins, il faut d'abord, comme je le dis, ne plus tromper cette jeunesse camerounaise qui peut-être ne connaissait pas ces histoires. Et que certains grands frères aujourd'hui, certains aînés, font semblant d'habiller, oh vraiment, oh ceci et cela. Ils préfèrent remasteriser l'histoire pour dire que non, l'autre... Non. Voici ce que Maître Yondo Black écrit. Nous n'accompagnerons pas Paul Biya dans sa précipitation du Cameroun en enfer. Personnellement, je ne suis ni du parti politique de Maurice Kamto, ni de sa communauté ethno-tribale, et ne suis membre avec lui de quelque organisation sociale que ce soit. Mais par amour de la patrie, communauté ethno-tribale, Maître Yondo, ce n'est pas normal. Mais par amour de la patrie, et dans l'intérêt de la nation, j'appelle le peuple de l'opposition à lui apporter son soutien, tout son soutien, comme cela s'est vu sous d'autres cieux, afin que nos efforts communs et de la volonté de tous naissent un Cameroun nouveau. Voilà ce que j'exprimais il y a quelques années, déjà dans un livre, rêvant d'un destin qui unirait nos populations, dans la volonté partagée de devenir un peuple engagé, à bâtir un État moderne où chacun, avec son seul talent, pourrait s'épanouir en donnant le meilleur de lui-même à la terre de nos ancêtres. Ce livre, je l'ai écrit comme un visionnaire. L'exclusion de Maurice Kamto n'a pas fait que des victimes. Outre le Cameroun en quête de sa libération du joug d'un maître qui n'envisage ni n'accepte qu'on sorte de son giron, elle a fait de manière éclatante des heureux, au rang desquels ceux de l'opposition hypocrite, infiltrés, patentés, qui ne voyaient pas d'un bon œil la montée en flèche sans cesse grandissante du charisme de celui qui n'est pas sans rappeler Prométhée enchaîné. C'était sans compter avec un homme devenu le premier d'entre tous par la seule force du décret, ému par le seul désir de demeurer, de s'éterniser et de mourir au pouvoir. Un projet funeste qui s'accommode mal de la recherche de l'excellence et qui draine nombre de péchés capitaux au rang desquels corruption, népotisme, tribalisme, incompétence, arrogance, mépris de la loi, assassinat et crimes d'État, pour ne citer que cela. Quelle considération un citoyen devrait-il avoir pour un individu qui a du mal à intégrer qu'être chef de l'État, c'est être en permanence au service de la nation? Or, il n'échappe à personne que le spectacle que Paul Biya
nous a toujours offert, et maintenant, plus fort que jamais, c'est l'usage abusif de la photo d'un trentenaire. Pourtant, il a officiellement 92 ans. Qui est son mode de gouvernance? Aujourd'hui, on en est arrivé à subir la surexploitation des très hautes instructions. Toute chose qui explique à suffire que le pouvoir est entre les mains d'une bande de jouisseurs n'ayant aucune légitimité, aucun sens de l'État, aucun sens de l'honneur. Dès lors, il est aisé de comprendre l'acharnement exercé contre un citoyen déterminé à en finir. Avec un tel système, en menant le seul combat qui vaille pour redresser un pays abîmé, réparer des citoyens divisés, désabusés et fatigués, relever un État en lambeaux et surtout adopter des institutions fortes en lieu et place de celles taillées sur mesure pour la gloire d'un seul homme qui n'hésite pas à violer ses propres lois au gré de ses intérêts, de ses humeurs ou de ses circonstances. On l'aime ou on ne l'aime pas. Maurice Kamto s'est imposé à toutes les consciences, les bonnes comme les mauvaises. Et pour ceux qui doutaient encore de la qualité de son leadership, ils ont pu observer combien il était maître du jeu au cours des 7 dernières années, fixant le cap, instaurant les débats, suivant une stratégie bien pensée qui a eu l'heure de convoquer la clarification. Il a tout subi. Les haineux, les tribalistes, les juristes du quartier, les seconds couteaux et les apparatchiks du parti au pouvoir, les opposants ambulants et de manière indirecte quelques chefs traditionnels bien ciblés. En un mot, comme en mille, on ne donnait pas cher de sa peau. À l'approche de la présentation des candidatures à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, la fébrilité était de mise dans les rangs du grand parti. Nul ne savait par quel bout le digne fils de Baham allait s'y prendre, après qu'il les ait tous épuisés autour de la nullité du mandat impératif dans lequel il les a savamment enfermés. Il rebondit dans un parti avec lequel on l'aurait le moins attendu, l'Omanidem d'Anissé Kane. Panique en la demeure. Et il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Voici venu le temps de la clarification. Dans la précipitation, tout y passe. Un candidat banni du Manidem est exhumé. Un ministre fait pirater notamment le site internet de son ministère. Un conseil électoral qui ne sait plus à quel sens se vouer refile la patate chaude au conseil constitutionnel. Et c'est à ce niveau que tout est mis en œuvre pour écarter définitivement le danger Kamto. Le monde entier a vécu les grossiers tripatouillages pour sortir le caillou qui gêne du jeu et permettre à un seul individu, au seul Camerounais valeureux, d'assouvir son rêve, de mourir au pouvoir. Paul Biya, la honte. C'est tout un enseignement qu'il faut tirer de cette séquence. Le résultat de l'élection du 12 octobre est connu d'avance. Paul Biya sera proclamé vainqueur. Il ne peut en être autrement. Dans ces conditions, en quoi est-il nécessaire d'accompagner Paul Biya dans ce projet? Un seul mot, pas d'élection. Pour être plus clair, pas d'élection signifierait que tous les candidats se réclamant de la réelle opposition et donc du peuple de changement devraient renoncer à leur participation à cette mascarade, enlevant ainsi toute légitimité à l'élection de Paul Biya. Il est constant que, quelle que soit la candidature, fût-elle d'une union de l'opposition enfin retrouvée qui arriverait en pole position, le régime fort de sa pratique constante et de ses outils institutionnels inversera les résultats pour déclarer son champion vainqueur et tourner en dérision une opposition qui ne se serait concrétisée que sur le tard. Le régime a constamment procédé de la sorte. Pourquoi changerait-il subitement de logiciel par un effet magique? En attirant l'attention des uns et des autres sur le projet d'escroquerie en cours, qui tendrait à organiser une succession d'écrits, dynastique ou clanique, et qu'il faut stopper net, c'est le lieu d'exposer avec force et manipulation des lois pour créer un poste de vice-président, voie royale pour le gré à gré, ou encore l'application de l'article 128 du Code électoral
si généreusement rappelé à nos mémoires. Comme quoi, on n'est pas si serein, qu'on a tendance à nous faire croire. Qui vivra verra. Dans ces conditions, pourquoi le peuple du changement devrait-il être associé à cette comédie pour permettre à un homme de mourir au pouvoir et de garantir l'impunité à ses courtisans qui ont pourtant des comptes à rendre au peuple souverain? Il faut faire place nette et le laisser concourir tout seul. Peut-être aura-t-il l'aptitude de réaliser qu'il aura triomphé sans gloire pour avoir vaincu sans péril. Le peuple du changement n'a pas à attendre une quelconque consigne de vote à rechercher un candidat consensuel qui sera forcément déclaré perdant en bout de course. Laissons Paul Biya aller tout seul. Arriver au pouvoir par un décret, il entend le transmettre par le même canal. Ceux qui l'accompagneront dans ce projet s'exposent aux sanctions de l'histoire, tôt ou tard. Aller à une consultation majeure dans ces conditions, sans avoir soldé les comptes des années de braise, sans avoir pensé les plaies béantes, sans exprimer la volonté de trouver solution aux multiples crises et frustrations, et en un mot, sans consensus autour de la construction d'une nation et d'un état de droit, cela expose le Cameroun à une véritable déflagration dont il mettrait du temps à se relever. Il est temps que la parole revienne au peuple souverain. Et il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Quand on défie le Dieu très haut en violant les droits de l'homme, quand on tord la justice dans un procès, le Seigneur ne le voit-il pas? Fin de citation. Lamentation, chapitre 3, versets 35 à 36. Non m'éclaireur, j'ai dit, Maître Yondo Black. Une élection déjà tronquée, mais tout est aussi très bien préparé. Bien préparé parce que ce n'est pas Paul Biya qui tient la main. Bien préparé parce que Paul Biya, fatigué, est devenu un jouet enchaîné qui a perdu sa lucidité, ne peut plus jouir de sa liberté. La CRTV a d'ailleurs évoqué l'article 128. Et cet article vient à dessein. C'est-à-dire qu'on peut remplacer un candidat. Ce n'est donc pas un hasard que le tam-tam dirigé par Lengongo, Chantal Biya et autres commence déjà à nous lancer exactement comme ils avaient fait avec la disqualification de Maurice Kamto, un ballon d'essai, pour voir la réaction du peuple. Que prépare-t-il? Bien évidemment, certains ont vu que ça pouvait concerner l'opposition. On a évoqué peut-être la double nationalité d'un candidat en soupçonnant peut-être Issa Chiroma. C'est vrai que je n'y prête pas beaucoup attention à ce cas d'espèce. Parce que Issa Chiroma, selon certaines informations, son épouse serait camerouno-allemande. Et comme il n'y a pas de double nationalité, certainement, elle est donc allemande. Bon. Issa Chiroma a-t-il vu la deuxième nationalité? A-t-il une deuxième nationalité pour être disqualifié? Peut-être qu'il est visé. Mais pas que lui. Parce que s'il faut parler de double nationalité, Biya lui-même, il en a déjà des triples, des consorts, beaucoup de ses ministres. Les gens de Dieu Momo, tous presque à 90%. Mais l'article évoqué concerne surtout un candidat qui peut être déclaré forfait, soit des suites de maladies, des suites d'incapacité, ou même des suites de décès. Et dans ce cas, il peut être remplacé. C'est un avertissement.
qui est important. Et d'ailleurs, j'ai vu un article assez bien détaillé de maître Christian Timban, qui a essayé d'analyser et surtout de remettre à jour cet article, l'explication et ce que ça pourrait entraîner. L'article s'intitule « Élection présidentielle, intrigante publication de la CRTV ce matin ». Une publication matinale de la CRTV sur l'article 128 du Code électoral, selon laquelle un changement de candidat d'un parti est possible si celui qui l'a investi est constaté inéligible avant la campagne électorale. Est tout sauf anodine. Elle dénote certainement d'un premier pas d'une stratégie électorale en gestation. Il faut bien savoir qu'après le contentieux des candidatures qui vient de s'achever au Conseil constitutionnel, la liste des candidats qui devront participer à l'élection du 12 octobre 2025 devra être publiée définitivement par le Conseil électoral. Il peut donc se trouver qu'à l'issue, un des candidats retenus tombe sous le coup d'inéligibilité ou que son inéligibilité est découverte. Donc, pendant ce temps-là, Elekam n'a rien découvert, le Conseil national n'a rien découvert, et puis, subitement, là, on va découvrir quelque chose. Au Cameroun, là, dans ce cas, il doit être remplacé dans les 3 jours de la publication de la liste définitive des candidats par Elekam. C'est l'hypothèse, par exemple, de la perte de la nationalité camerounaise pour cause de double nationalité, découverte après la publication définitive de la liste par Elekam. Mais si le parti ayant investi ce candidat, devenu inéligible, devra proposer un autre candidat dans les 3 jours suivant la publication de la liste définitive des candidats par Elekam. À se demander, quel est le candidat visé par cette curieuse publication de la CRTV de ce matin? Le régime conseil très policier aurait-il des preuves d'un ou des candidats ayant une double nationalité et comme on voudrait éviter, ou encore même par extraordinaire, le candidat naturel Paul Biya pourrait-il être déclaré inéligible pour X ou Y raison? Afin de permettre une autre candidature dans le RDPC pour l'y suppléer, il faut bien savoir que la décision du professeur Maurice Kamto de soutenir ou de cheminer avec un candidat retenu sera déterminante pour la mise en branle de l'article 128 du Code électoral. À cet effet, on se pose ces questions. 1. N'y a-t-il pas de candidat, par exemple, ressortissant du Grand Nord et qui pourrait faire alliance avec Maurice Kamto ayant des doubles nationalités que le pouvoir sait depuis des années? 2. Paul Biya, voyant les risques d'un échec électoral, acceptera-t-il par exemple de s'écarter pour favoriser notre candidature du Grand Nord au sein de son parti, comme celle du Lamido, de Tcholiré, et ainsi éviter la victoire à l'opposition? 3. Ou tout simplement, passera-t-il le flambeau à son fils Franck ou à un de ses poulains, Ngongo, Babouki, ou un autre bien gardé au frais, en leur évitant le passage compliqué par un congrès du RDPC qui les aurait obligés d'être préalablement investis président national? Mais tous ces plans, là, n'y changeront rien. Le 3e président de la République de notre pays sera un enfant de Dieu. Signé Christian Timban Bomo, président exécutif du parti Héritage. Mesdames et messieurs, dans la lettre de Maître Yondo Black, il vous a parlé d'un gré à gré. Cette gré à gré avait été proposée par Paul Biya à Macron. Et Macron, la France avait vu que Franck Biya ne remplissait pas les conditions. Il n'avait pas été préparé. Et au-delà de ça, au niveau des États-Unis, son dossier était sale par rapport aux histoires et le trafic de
et d'autres choses. C'était donc pas possible. Mais cependant, il y a quelque chose qui est très important. La candidature de Paul Biya vient de qui? Les services secrets américains sont convaincus que cette candidature ne vient pas de Biya. Mais les grandes puissances sont en train d'observer ça de très près. Et pourquoi? Ce qu'on disait que Paul Biya est pris en otage est en train de se confirmer. En réalité, Paul Biya non seulement avait le téléphone que les autres, c'est-à-dire que peuvent appeler, c'est Fouda, le contre-amiral devenu vice-amiral gérait. Et à la maison, bien évidemment, c'était le maître d'hôtel qui gérait. Mais en plus de ça, pour certaines hautes personnalités de l'extérieur, Paul Biya avait 3 numéros. Et ces 3 numéros, ce n'étaient pas des appels. C'était des messages bien codés. Or, selon nos renseignements, depuis 7 mois, on n'a pas réussi à joindre Paul Biya par ces numéros. La dernière fois, justement, il y a 7 mois, le message a été envoyé. Mais la réponse qui est venue n'avait pas la formulation de Paul Biya. Et tous les autres messages sont tombés comme ça. Pas de réponse. Qui a donc pris le relais des communications de Paul Biya au point où il ne peut pas aujourd'hui être capable de communiquer, ne serait-ce qu'avec Donald Trump, que l'ambassadeur soit obligé de la France, on l'a changé parce que lui-même, c'est les rapports, il ne comprend pas, on fait venir maintenant un autre, on est en train de faire des suppositions sur l'état de Paul Biya. Et on se rend donc compte que plus personne, après avoir bricolé avec le nonce apostolique, personne n'a accès à Biya, à part Chantal Biya, qui vient donner des instructions à un groupuscule. Ce groupuscule-là, c'est qui? Mvondayolo, Baboke, puis Ngongo. C'est tout. Quand elle vient avec des instructions, on n'est pas sûr que ces instructions viennent vraiment de Biya. Parce qu'au départ, lorsque le Vatican a demandé à Biya de ne pas se présenter, Biya n'était pas prêt à partir. Et ceux-là se sont réunis. Ils se sont dit, il part ou il ne part pas. S'il ne part pas, on est cuit. Voilà pourquoi est-ce que vous voyez que Mvondayolo ne parlait pas avec Ngongo. Il se donnait des coups. Il y avait des clans avec l'affaire Amougbelinga. Et que vous trouvez que Bruno Bidjan aujourd'hui, Serge Mvondayolo, fait tous les reportages de Ngongo parce qu'ils sont dans l'optique d'un véritable coup d'État scientifique. Ce coup d'État, c'est quoi? L'élection présidentielle d'octobre doit absolument avoir lieu. À Tanganji, pendant ce temps, il tient les chefs militaires, les menaces, et ceci et cela. Ngongo également, qui contrôle le biais, ainsi de suite. Oh, le président a dit ceci, le président a fait ceci.
personne ne voit Biya. Personne. Si on vous dit qu'on a vu Biya, dites c'était quand, comment, où. Le remplacement de Bello Bouba, comme on a signé là, ça c'est des choses. Donc vous avez vu que dès qu'on a parlé, on a dit qu'on va pas. Ils ont sorti ça en pleine nuit. L'objectif donc, c'est que aujourd'hui, dès que l'élection arrive, ils volent l'élection. Au nom de Paul Biya. Ils vont organiser une session en novembre. De cette session parlementaire, puisque le RDPC est majoritaire, c'est un projet de loi de Paul Biya. Vous ne le voyez pas, nous on ne le voit pas. C'est Chantal Biya, Ngongo, Vondayolo et Babouké. On signe donc le projet de loi de la vice-présidence. Nous allons donc dans le phénomène du Gabon. À l'époque, avec Liomba et Omar Bongo. Liomba, il était malade, il était déjà mort, presque. On l'a soutenu jusqu'à ce qu'il est allé à l'élection, et puis on l'a déclaré vainqueur à 99%, alors que lui, il était hospitalisé en France. Il était mort, mais on le maintenait avec des appareils. Il a été élu sans aller au Gabon, à 99%. Et directement, on a fait la falsification de la signature. On a dit que décret nommant le vice-président. Et c'était qui? Quelques temps après, c'est-à-dire que dès que le projet passe à l'Assemblée, maintenant, eux-mêmes, ils fabriquent encore un autre décret. Et ce décret-là, le deuxième qui devait arriver, parce qu'actuellement, Franck Biya est écarté. C'est-à-dire que c'est un fils de... On l'a utilisé parce qu'au départ, Bondayolo l'a utilisé. Avec le franquisme, le ceci et tout, et tout, et tout, et tout. Il est écarté. Franck Biya n'a plus jamais vu son père. Il n'a plus jamais vu son père au téléphone. Rien. Le décret arrive. Ngongo est vice-président. Maintenant, on peut jeter Paul Biya soit dans un trou, soit dans le WC, soit dans la tombe. Et de cette transmission du pouvoir, exactement comme avec Omar Bongo, voilà comment est-ce que Ngongo devient président. Ça lui permet, parce que là, nous sommes à la veille d'une élection. Regardez ce qui est en train de se passer. Ngongo reçoit le secrétaire général du RDPC. Mais lui-même n'est pas membre du RDPC. Donc, normalement, c'est Nkwete qui doit tout diriger. C'est lui qui doit faire tout ceci et cela. Ngongo remet la candidature en Bondayolo. Ils font ceci, ils prennent seulement ils partent et tout. Ils vont déposer. Mais derrière, lorsqu'ils ont déjà donc fait ça, parce que c'est passe par le RDPC, Ngongo sait déjà que les gens comme les René Sadi ne peuvent jamais accepter qu'il soit le candidat du RDPC. Et il risque de rencontrer la colère du Grand Nord. Donc, il ne peut pas affronter le peuple camerounais à une élection. Pour l'instant, on utilise le nom de Paul Biya. C'est un coup d'État. C'est grave ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, Ben Mobo, qu'on présente souvent comme un ami de Ngongo, a fait une sortie. 2 sorties même. La première sortie, il a demandé qu'on signe une pétition. Ça ne rigole pas. Et je vous demanderai de signer cette pétition qui doit être envoyée à Donald Trump pour qu'il agisse et pour qu'il mette déjà les Ngongo
et 47 autres personnalités sous sanction économique. Dès que cette pétition est signée, parce que au Cameroun, la Constitution n'autorise pas un président de céder ses pouvoirs à longue durée. Depuis 2019, Ngongos dirige le Cameroun sur haute instruction alors qu'il n'a jamais été élu. Donc cette dénonciation de Ben Modo, d'ailleurs je vais y revenir pour savoir d'où sort Ben Modo. Les gens ont dit que c'était l'ami de Ngongo, non, non, non. Ben Modo, c'est quelqu'un qui a fait des études aux États-Unis. Mais aux États-Unis, il n'avait jamais rencontré Ngongo. Jamais. Plutôt, il connaissait Belingé Boutou, qui était ambassadeur et qui d'ailleurs va devenir président du Conseil de sécurité de l'ONU au moment où il y a la guerre en Irak. C'est-à-dire que c'est sous Belingé Boutou qu'on a donné le visa, le OK aux États-Unis. Parce que Colin Powell était venu raconter des mensonges que Saddam Hussein a des armes chimiques et bam! C'est Belingé Boutou qui avait coordonné la réunion. Il était président. Il avait d'ailleurs eu des difficultés plus tard parce qu'on avait dit que tous ceux-là qui avaient participé à cette réunion avaient été corrompus. Il n'y avait jamais eu d'armes de destruction massive en Irak. Ça, c'est une parenthèse. Je vais y revenir pour vous montrer. Je voulais d'abord vous dire que Ngongo ne connaissait pas Ben Modo, mais plutôt, je voulais finir avec Ben Modo. Parce que Ben Modo, qui lui connaissait House, c'était l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Il y a le marché de la canne. Or, vous savez que les États-Unis avaient signé avec le gouvernement camerounais une convention et surtout, ils avaient installé une base militaire. On dit toujours que Paul Biya ne veut pas les bases militaires. Mais il y avait une base militaire dans le septentrion pour lutter contre Boko Haram. Ce n'est que lorsqu'il y a eu l'exécution des enfants, là, les bébés, sur le dos des femmes, c'est là où les États-Unis ont enlevé leur base et leurs soldats qui formaient l'armée camerounaise. À l'époque, donc, pour les stades de Garoua, puisque c'est les États-Unis qui luttaient là-bas, on n'a pas compris comment est-ce que Ngongo avait décidé, avec ce qu'ils appelaient la task force, de donner les marchés plutôt à une entreprise chinoise, Chenxi. C'est là où le problème va commencer. Pourquoi? Parce que les Américains vont dire, mais attendez, c'est nous qui nous battons contre Boko Haram ici. Et comment se peut-il qu'on donne le marché, les marchés de la canne, à une entreprise chinoise qui n'a pas d'expertise et tout et tout? Ben Modo, étant l'ami de cet ambassadeur, House, il va soumettre le problème. Mac va prendre son téléphone. Ils sont à Bastos. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est très grave. Parce que la ligne directe de Biya, il tente donc de joindre Biya. Biya réagit immédiatement. Il explique à Biya qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que quelqu'un des États-Unis, une entreprise américaine qui a soumissionné, est écartée par rapport à une entreprise chinoise. Il explique. Biya répond que bon, j'ai suivi, ce sera résolu. Ça n'avait même pas pris 7 minutes. Parce qu'il faut revenir vers là pour que vous compreniez pourquoi le coup d'État est connu même aux États-Unis et pourquoi Ben Modo intervient. Moins de 7 minutes après, c'est le secrétariat général de la présidence qui appelle que Ben Modo est attendu au secrétariat, là où il y avait la task force. Cette task force, c'était 19 institutions comme Ngongo coordonnait.
Parfois, il y avait 23 membres, mais il avait toujours la dernière décision. Donc, ils avaient déjà donné le marché aux Chinois. Et il prend le véhicule. Il est encore dans le véhicule. Il n'est même pas encore arrivé au secrétariat général. Bam! Il reçoit une publication via WhatsApp. La publication, c'est que on lui a attribué, la présidence de la République a attribué à son entreprise la construction de l'hôtel ou bien du stade de Garoua, des choses comme ça. Et tout. Il dit, mais il ne comprend pas. Il n'est pas encore arrivé au secrétariat général. Et c'est à Paris qu'un influenceur, enfin, voilà, publie cette information. En fait, quand il arrive, il voit qu'il y a ceci et cela, mais Ngongo voulait déjà saboter. Parce que Ngongo voulait faire croire à Biya que Ben Modo a déjà saisi la presse et a déjà publié l'accord qu'il vient d'avoir et tout. Il arrive là-bas. Ngongo qui joue le rôle de chef de l'État, alors qu'à cette époque, Biya réfléchissait même encore un peu. Ils vont s'asseoir et disent, bon, ok, on te donne le marché. Voilà le marché. Mais cependant, tu vas sous-traiter, c'est-à-dire que tu vas donner ces marchés à la société chinoise et puis toi, tu auras des bénéfices de 10%. Donc, il gagne un marché. Il sous-traite avec quelqu'un qui prend 90% et lui il prend 10%. Il contacte ton ambassadeur américain. Qui lui dit, mais c'est pas possible. Surtout qu'il rappelle à l'ambassadeur américain que selon les lois camerounaises, dans la sous-traitance, on ne doit pas donner à une autre entreprise un marché qu'on a gagné et on sous-traite à plus de 30%. Ce n'est pas possible. L'ambassadeur lui dit, tu bloques. Il n'y a même pas de sous-traitance. Le président a dit qu'on te donne le marché. Voilà comment donc il a eu les marchés là et voilà pourquoi est-ce que Ngongo a tout fait pour le saboter, pour le dénigrer. Parce qu'il a fait beaucoup de choses au Cameroun, mais sauf que Ngongo a profité parce que l'ambassadeur était rappelé aux États-Unis. Ben Modo n'a donc pas été l'ami de Ngongo. Aujourd'hui, il vient et nous dit qu'il faut signer une pétition. Parce qu'il a beaucoup de relations là-bas. Et parce que les rapports, d'ailleurs, les dossiers secrets que j'ai ici sont là, les notes confidentielles, nous disent déjà qu'il y a érosion de la légitimité du processus électoral, qu'il y a des risques institutionnels, dérive vers une gouvernance non constitutionnelle, avec le pouvoir exécutif qui est aujourd'hui exercé par un acteur non élu, Ngongo, dans un cadre informel, avec un comité stratégique sans contrepoids institutionnel. Et que ce mode de gestion de Ngongo crée déjà une rupture avec les règles fondamentales de la constitution camerounaise, notamment en matière de délégation de l'autorité présidentielle. Et après, ce dossier qui est aussi posé chez Trump dit qu'il y a beaucoup de risques d'une crise de succession latente. Parce qu'il y a non seulement une bataille de légitimité, si une vacance de pouvoir devait survenir brutalement. Parce qu'il n'y a aucun mécanisme de transition interne au RDPC qui a été défini et qu'il n'y a pas de poste de vice-président ni au RDPC ni à la présidence de la à la fonction présidence de la République, c'est-à-dire que pour la succession. Donc ce vide, dit-on, institutionnel, potentiel pourrait provoquer des tensions très aiguës. Et il y a des risques sécuritaires. Avant d'y revenir, je vous fais d'abord écouter Ben Modo pour vous dire que nous sommes dans une situation inquiétante. Ngongo, Chantal Biya, Vonda Yolo, Baboke,
je vous jure, ces gens sont en train de nous mettre dans la merde. Ces gens vont nous laisser dans une situation, c'est un coup d'État déjà consommé. Si le peuple camerounais ne peut pas réagir, d'abord, je mets l'appel de Ben Modo. Oh, je crois que je vais le retrouver là. Voilà. Les explications de Ben Modo. Et aussi, je reviens sur ce long dossier qui est sur la table de Donald Trump avec 47 personnalités qui doivent être saisies avec, bien évidemment, l'Union européenne qui doit répercuter cela. On écoute d'abord Ben Modo. Et m'excuser. Bonjour tout le monde, mon nom est Ben Modo, je suis président du MAGA Africa Policy Institute. C'est un institut de politique américaine qui prône un meilleur type de relation entre les États-Unis et l'Afrique. L'Afrique, comme vous le savez, est une population d'un peu plus de 1,5 milliard d'habitants. Cela représente environ 18% de la population mondiale. En d'autres termes, environ 2 personnes sur 10 vivent en Afrique. C'est donc un géant en termes de population. Et d'un autre côté, il y a les États-Unis. Les États-Unis, c'est la plus grande économie du monde et de très loin. Il n'est donc que normal que les États-Unis d'un côté et l'Afrique de l'autre côté se mettent ensemble pour créer des synergies qui profiteront à leurs populations respectives. Seulement, il se trouve que sur le continent africain, l'environnement n'est pas toujours des meilleurs. Prenons le cas du Cameroun. Le président du Cameroun s'appelle Paul Biya. Il est président depuis 43 ans. Il a 93 ans en février prochain. Et Paul Biya a décidé comme ça de chercher un autre mandat de 7 ans. C'est-à-dire qu'il veut être président jusqu'à l'âge de 100 ans. Et même à ce niveau, on ne sait pas s'il arrêtera. Paul Biya fait tout ce qui est en son pouvoir pour menacer, fouetter, arrêter, torturer tous ceux qui essayent de s'opposer à son ambition de se représenter pour un autre mandat de 7 ans. Il utilise la force, il a les moyens physiques, politiques, militaires pour dissuader tous ceux qui veulent se mettre au travers de son chemin. La preuve, Paul Biya a décidé il y a quelques jours de disqualifier son principal opposant de la course. Et comme ça, il a enlevé M. Maurice Kamto de la course. Et donc, la route est toute pavée pour Paul Biya, qui encore faut-il savoir si aura un 8e mandat comme président du Cameroun et comme ça faire 50 ans au pouvoir. Il est aidé en cela par un certain nombre de membres du gouvernement et de membres de famille. Nous avons compté 47 d'entre eux qui font tout ce qu'ils peuvent pour écraser le peuple camerounais et permettre à M. Biya de faire 50 ans ou plus au pouvoir. C'est pour ça que nous, à MAGA Africa, nous avons décidé d'initier une pétition que nous allons présenter au Congrès américain et au président Donald Trump afin qu'il inflige des sanctions à ce régime dictatorial qui massacre le peuple camerounais depuis des décennies déjà. C'est pourquoi je vous invite, chers Africains, chers amis de l'Afrique, à signer massivement cette pétition que je porterai personnellement au Congrès dans quelques jours et que nous ferons déposer à la Maison-Blanche afin que des mesures claires soient prises. Parce qu'il est temps que les dirigeants africains comprennent que ce dont l'Afrique a besoin, ce n'est pas de personnes fortes, mais des institutions fortes. Merci et signez la pétition. Le lien est ici-bas. Bon,
On va, avant de revenir sur la pétition, vous allez aussi suivre, parce que quand on dit toujours Paul Biya, oui, parce qu'il est encore le chef de l'État. On utilise son nom, et hop, les autres volent, les autres s'installent, et pendant ce temps, on ne le voit pas. Cependant, les institutions internationales s'inquiètent, par exemple, comme j'ai dit, qu'il y a beaucoup de risques sécuritaires, parce que, justement aussi, ils avaient déjà prévu le départ des figures clés du Grand Nord, donc surtout Chiroma Bouba, qui va donc créer une reconfiguration des allégeances locales, mais aussi va déstabiliser le Grand Nord, qui est déjà dans une vulnérable instabilité. Et on dit justement aussi qu'il y aura des groupes séparatistes armés, parce qu'on se rend compte que, et c'est là où Ben Modo devient aussi important, il était à Bamenda. Je veux dire qu'il travaillait, je ne sais pas, au compte de Bellingue Bouté également. Bellingue Bouté était revenu au palais. Il a été le premier à faire un rapport à Biya sur la crise anglophone. À Tangandji, mentait à Biya, disant qu'on veut l'enlever au pouvoir. Or, tout est parti d'abord d'un petit problème social entre une femme francophone et anglophone, et le président du tribunal était francophone. Donc, avait donné raison à la femme qui s'exprimait en français parce que lui ne comprenait rien en anglais. Et c'est pour ça que les juges, enfin, les avocats avaient demandé que, selon les règles de l'OADA, qu'on puisse traduire des textes. C'est de là qu'est partie la crise. C'est Ben Modo qui avait donc envoyé ça à Bellingue Boutou. Et Bellingue Boutou avait transmis ça à Biya. Or, également aussi, parce qu'il a été dans ces zones-là, il avait su par la suite, parce qu'il travaillait au sein des Américains, que non, Tangandji était à l'origine de la guerre avec Ngongo. Donc les gens qui disent qu'ils ont été amis là, non, ce n'était pas une vraie amitié. C'est parce qu'il était soutenu par les États-Unis, il est venu sous couvert des États-Unis. Il va d'ailleurs reprendre la parole tout de suite. Maurice Kamto est, disons les choses telles qu'elles sont, la meilleure chance de l'opposition pour battre Paul Biya. Ils sont prêts et ils préparent la guerre. Ils sont prêts à maltraiter le peuple. Je dis, ça ne se passera pas. Donc, il y a ces images de drones qui montrent clairement le président hors capacité. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que moi, je pense que Maurice Kamto candidat, c'est Maurice Kamto président. Et je ne suis pas le seul, apparemment, à le penser. Le pouvoir de Yaoundé le pense certainement aussi. Et c'est la raison pour laquelle ils font tout pour que Maurice Kamto soit éliminé de la course. Et ça vous dit quelque chose sur ce qui se passe au Cameroun en ce moment. Ça vous parle, ça vous montre le type de dérive vers lesquelles le Cameroun est en train d'aller. Personne, il y a 30 ans par exemple, personne n'aurait pensé le pouvoir de Yaoundé capable d'empêcher que John Fundi aille à une élection. Donc, aujourd'hui, le fait qu'ils franchissent ce palier dit d'abord qu'ils ne sont pas rassurés, ils ne sont pas sûrs d'eux. C'est numéro un. Numéro deux, ils montrent clairement qui est leur bête noire. C'est ce qu'ils disent par leurs actions. On a décidé de corrompre quelqu'un, tout le monde sait qu'on l'a corrompu, et lui-même, il dit qu'il est corrompu, il y a des audios sur lui disant qu'il est corrompu, et ça se passe au vu et au su de tout le monde. Ce sont des choses comme celle-là qui révoltent, et qui font penser que vraiment ce serait une catastrophe que le régime de Yaoundé, M. Paul Biya, soit permis d'avoir cette autre année à la présidence du Cameroun. Ça veut dire que pour vous, un nouveau mandat de Paul Biya à la tête du Cameroun, c'est inenvisageable?
Et il ne faut même pas envisager cela, parce que la réalité, lorsqu'on dit un nouveau mandat pour Paul Biya, la réalité est qu'il n'y a pas de nouveau mandat de Paul Biya. Il y a un nouveau mandat. C'est lui qui est candidat, hein? Comment? C'est lui qui est candidat quand même, hein? Bon, mais il est candidat, mais tout le monde sait que bon, il y a des images que si on montrait, si on rendait ces images publiques, ce serait la catastrophe. Par respect pour l'homme Biya, j'ai milité, je continue de militer que ces images ne soient pas publiées. Donc, il y a ces images de drone qui montrent clairement le président hors capacité. Donc, lorsque nous disons que le président Paul Biya est hors capacité, il y a des évidences de tout cela. Alors, si Paul Biya... en gardant Paul Biya à la tête du ticket, ce qui est en train de se passer en réalité, et je le dis très simplement, c'est un coup d'État qui est en train d'être organisé par les collaborateurs du président Paul Biya qui veulent gouverner au nom de Paul Biya en utilisant le couvert de Paul Biya et continuer à diriger le Cameroun. Vous savez, lorsque c'est devenu clair pour moi que leur intention était de maintenir Paul Biya au pouvoir, moi j'ai pris sur moi d'écrire à au moins 3 des 4 ou 5 personnes qui ont accès direct au président. Et je leur ai dit, n'essayez pas cela, parce que si vous essayez cela, ça va mal finir pour vous. Et qu'est-ce que ces personnes vous ont répondu? Comment? Qu'est-ce que ces personnes vous ont répondu? Bon, il y a un ministre de la République qui m'a dit, bon, il faut rester calme, on maîtrise la situation, on maîtrise, et Atanganji sait ce qu'il a à faire, Mariangele et puis le ministre de la Défense savent ce qu'il y a à faire, nous sommes au contrôle. Et quand vous entendez des réponses comme celle-là, vous ne pouvez que vous énerver. C'est un groupe de personnes qui pensent que s'ils menacent le peuple, s'ils fouettent le peuple, s'ils maltraitent le peuple va rester tranquille. Et moi particulièrement, c'est ce qui me révolte dans la situation du Cameroun. Fait que, voici des gens qui, pendant 43 ans, ont fonctionné d'une certaine manière. Ils savent qu'ils ont fait ce qui n'est pas bon contre le peuple. Ils savent que le peuple ne souhaite pas les avoir à la tête de l'État, mais ils sont prêts et ils préparent la guerre. Ils sont prêts à maltraiter le peuple. Je dis, ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas. Et ceux qui sont en train de préparer cela doivent bien le comprendre. Ils doivent le comprendre. Peut-être que ça s'est passé dans le passé. Cette fois, c'est une fois totalement différente. Il n'y aura pas de remake de ce qui s'est passé avant. Nous allons avoir une pétition qui sera en ligne et nous souhaitons que le peuple camerounais s'inscrive massivement à cette pétition parce que nous allons nous rassurer que ceux qui décident ailleurs voient cela. Parce que ce n'est pas parce que le pouvoir de Yaoundé a les armes qu'il va se permettre de tuer son peuple, de maltraiter son peuple. Il faut que ça s'arrête et ça va s'arrêter. Donc ce que nous disons au peuple, jouez votre rôle. Il faut jouer votre rôle avec confiance. Nous ne disons pas d'aller vous exposer, par exemple, pour filmer. Vous n'avez pas besoin de vous exposer pour filmer. Nous voulons savoir qui fait quoi. S'il y a fraude, qui est en train de le faire, nous allons nous charger d'exposer cela. Nous voulons nous rassurer que partout où vous vous trouvez, que vous soyez capable de filmer ce qui se passe, montrer les évidences de ce qui se passe, et puis nous envoyer cela. Et que vous considérez qu'il y a une certaine opposition qui se trompe d'adversaire, c'est ça? Exactement. Il y a une certaine opposition qui se trompe d'adversaire. L'adversaire ici, c'est Paul Biya et son régime. C'est l'adversaire. Donc, qu'il y ait des gens qui passent le temps à critiquer Maurice Kamto, par exemple, pour dire, bon voilà, j'ai entendu un dire il y a quelque temps, il mérite ce qui s'est passé, il mérite qu'on enlève, comme
comment il va mériter? Maurice Kamto est, disons les choses telles qu'elles sont, la meilleure chance de l'opposition pour battre Paul Biya. Maintenant, Paul Biya le comprend, le système Paul Biya le comprend, et ils font tout ce qu'ils doivent faire pour créer de la zizanie, parce qu'il y en a qui pensent que parce que Maurice Kamto ne fait pas partie des candidats, que bon voilà, il faut que cet état des choses reste, et il faut que le peuple comprenne, soit conscient de la situation, comprenne que la bataille la plus facile se lutterait avec Maurice Kamto à la tête du ticket de l'opposition. Ce serait une bataille facilement gagnée, ce serait quelque chose... Ce n'est plus possible là. Donc, c'est ma préférence. Malheureusement, on a quelqu'un en face qui comprend exactement ces mêmes choses. Donc, malgré cela, si le pouvoir de Yaoundé pense qu'en éliminant Maurice Kamto, ils ont eu la victoire, je leur dirais, pensez encore, parce que vous ne saurez pas ce qui vous frappera. Pour revenir quand même sur votre passé ou votre présent de businessman, alors... puisqu'il commence à se faire, je vais quand même vous dire quelques recommandations stratégiques de ces services secrets de certaines puissances occidentales par rapport à la situation du Cameroun. Ils disent qu'il faut désormais une surveillance renforcée du Cameroun. Il faut cartographier le pouvoir réel et les points de rupture. Ils disent qu'il faut identifier les foyers de pouvoir qui peuvent aussi varier. Surtout, il faut maintenir une veille rapprochée sur le SGPR Ferdinand Ngongo, qui exerce de facto les fonctions de coordination politique nationale et de chef d'État. Il faut évaluer ses connexions et aussi avec le comité stratégique informel qu'il a mis autour de lui et le directeur du cabinet civil et certains réseaux sécuritaires tels que le BIR, administratif, logistique, régionaux. Il faut observer la dynamique autour des figures secondaires du régime, donc particulièrement Jean Kouété, Famundongo, Emmanuel Sadi, afin de détecter des éventuelles rivalités, ruptures définitives. Il faut cartographier les signaux de fragmentation interne. L'alliance politique entre le DCC et le SGPR semble au bon point. Mais il faut suivre les alliances politiques dans les régions stratégiques qui sont le Grand Nord, le centre, le littoral, en particulier les répercussions locales des défections. Il faut analyser la trajectoire des personnalités frustrées ou marginalisées, donc particulièrement les anciens ministres, les jeunes cadres du RDPC, les élites régionales qui peuvent recevoir du pourboire, leurs éventuels rapprochements avec l'opposition ou la société civile. Il faut surveiller les zones de vulnérabilité sécuritaire, c'est-à-dire renforcer la veille sur les régions à risque qui sont le nord-ouest, le sud-ouest, l'extrême nord de la Damawa, où les tensions locales pourraient se superposer aux incertitudes nationales et surtout après la déclaration de la victoire de Paul Biya. Il faut suivre l'évolution des capacités de mobilisation des groupes armés dans le Grand Nord, des groupes séparatistes ou extrémistes qui sont déjà positionnés et qui pourraient profiter du vide institutionnel ou des périodes de transition qui sont mises en place avec la première dame. Sur toutes les postures diplomatiques, il faut rester engagé prudent sans être instrumentalisé. Il faut donc maintenir des canaux ouverts avec tous les pôles du pouvoir,
tout en évitant de privilégier exclusivement la présidence de la République, le RDPC. Il faut entretenir également le dialogue avec les figures institutionnelles intermédiaires telles que les gouverneurs, les parlementaires, la société civile institutionnelle. Mais surtout, ne pas survaloriser les signaux faibles émanant de personnalités isolées, telles que Famandongo, mais privilégier les tendances consolidées. Ne pas reconnaître prématurément un résultat à l'élection présidentielle. Attendre une confirmation formelle et publique de la candidature et surtout des résultats de toute réaction diplomatique ou engagement logistique. Il faudrait se garder d'exprimer une préférence ou une lecture anticipée du scrutin dans un contexte de légitimité contestable, mais surtout préparer une position de neutralité active, rappelant l'importance de la transparence, de la participation inclusive et du respect des règles électorales, même si l'intrusion de l'ONU semble ne pas plaire à l'opposition. Encourager une approche institutionnelle du processus électoral. Donc, le rôle central des institutions électorales qui ne semblent pas neutres, telles que Élections Cameroun, Conseil constitutionnel, même si leur marge d'autonomie est très limitée, afin de forcer le régime à respecter un minimum de formes légales. Il faut promouvoir la convocation rapide des organes statutaires du RDPC au cas où, pour clarifier la désignation du candidat si jamais en dernière position, Paul Biya se déclare inéligible. C'est beaucoup. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Le Cameroun est au bord du gouffre. Tout peut arriver. Priez, puis priez.